Salut ma bande de petits photographes. Alors aujourd'hui on va parler du bracketing. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme utilisé quelques fois par des photographes, vous avez sûrement déjà lu dans des textes. Vous êtes probablement passé par-dessus cette fonction pas mal de fois en bidouillant votre appareil photo. Peut-être que vous l'utilisez de temps en temps, moi je vais vous donner des bonnes raisons pour l'utiliser un peu plus souvent. Alors, le bracketing, c'est quoi déjà au départ? Donc, quand on parle de bracketing en photo, très souvent c'est pour faire référence au bracketing d'exposition, c'est-à-dire que c'est le principe de prendre plusieurs poses, plusieurs photos d'affilée, généralement trois, une bien exposée, une sous-exposée et une surexposée. Donc ça c'est l'idée derrière le bracketing, c'est de dire je prends la même photo avec plusieurs expositions différentes et plutôt que de changer les réglages à chaque fois, je dis à l'appareil que j'en veux une bien exposée, une sous-ex et une sur-ex. Et il va faire les trois dans la foulée sans que vous ayez besoin de refaire les réglages. Donc c'est déjà très pratique. Donc le terme bracketing en lui-même peut être utilisé pour d'autres choses que l'exposition, on verra ça plus tard, enfin plutôt vers la fin de la vidéo. Mais là on va plutôt s'intéresser au bracketing d'exposition évidemment. Donc souvent c'est représenté par cette espèce de petit symbole là, donc ça c'est chez Canon, mais je pense que chez les autres c'est pas très différent. Le principe c'est que vous avez ici votre échelle d'exposition, donc naturellement au départ on est sur le 0, et vous savez quand on est un petit peu trop sombre même en étant sur le 0, bah, on va pousser un petit peu la molette pour se mettre à +1 ou à +2, pour exposer un petit peu plus la photo, par exemple si on veut exposer à droite ou si on pense que notre sujet n'est pas assez éclairé sur la photo. Donc ça, c'est l'échelle de compensation d'exposition. Mais parfois, quand on tourne la molette dans l'autre sens ou qu'on tourne une autre molette, on se retrouve avec ces deux petits traits qui est à côté derrière. Et c'est ça le bracketing. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus un seul trait, vous en avez trois. Ce qui veut dire que là, vous allez prendre trois photos. Alors sur certains appareils perfectionnés, vous pouvez faire du bracketing avec 5 photos, voire jusqu'à 7 photos. Peut-être même plus sur les appareils très très chers. Mais on va rester sur 3 pour commencer. Et donc là, l'idée, c'est que ces petits points rouges ici, vous pouvez les déplacer plus ou moins proches du point rouge central. Donc si là, par exemple, on en a un qui est à 0, un qui est à -2 et un qui est à +2, on peut très bien les mettre à -1 et à +1 ou à -1 tiers plus 1 tiers. Donc là, ça veut dire que vous aurez une photo qui est exposée correctement selon la sensibilité de l'appareil photo, ce que lui estime correct, une à -2 stop et une à +2 stop. Alors pourquoi faire le bracketing? La solution la plus évidente qu'on imagine tout de suite, c'est pour faire du HDR, donc pour faire des photos avec une large plage dynamique. Donc ça, on va l'évoquer évidemment juste après, mais ça peut servir aussi à d'autres choses. Ça va servir à vous assurer que vous avez une photo qui est bien exposée. Dans certains cas, si vous êtes, si vous êtes devant une scène qui va se produire qu'une seule fois, et vous n'avez qu'une seule chance pour réussir votre photo, vous avez peut-être intérêt, dans votre rafale, à utiliser du bracketing pour justement avoir différents choix ensuite devant votre ordinateur, pour être sûr qu'il y en a au moins une qui est bien exposée. Et l'autre, c'est pour trouver rapidement un réglage manuel. Il y a plein de cas où on a intérêt à passer sur des réglages manuels, et ça peut prendre pas mal de temps de trouver le bon réglage. Le bracketing peut être une solution pour trouver beaucoup plus rapidement le bon réglage. Donc on va voir ça aussi. Alors sur le HDR, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est exactement, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur le sujet, même si je crois qu'il n'y en a pas une dédiée entièrement à ça. Mais l'idée, c'est quand vous avez une scène très contrastée devant vous, c'est souvent utilisé pour du paysage parce qu'on va avoir un ciel qui est très clair, on va souvent avoir des ombres assez sombres, et donc on va avoir des scènes où on va avoir à la fois des zones très très sombres et des zones très très claires, donc avec des forts contrastes. L'idée du HDR, c'est de dire, on va fusionner plusieurs photos, certaines qui vont être surexposées, qui vont permettre d'avoir du détail dans les zones de sombre, et certaines qui vont être sous-exposées pour avoir du détail dans les zones très claires. Et ensuite, on va combiner ces photos ensemble pour avoir une photo qui a du détail dans toutes les zones d'exposition. Donc très souvent pour du paysage, parfois pour d'autres cas aussi. Là, ce que je vous conseille pour du HDR, c'est de vous mettre à plus ou moins 2 stops, d'une façon générale. Shooter 3 à 5 images, 3 images si la scène est correctement contrastée, 5 images si elle est très contrastée. Si vous avez le soleil dans la scène, par exemple, plus quelque chose de très sombre et très noir devant, passez à 5 images si vous voulez. Et l'image de base, passez-la à plus 1 stop, en règle générale, encore une fois, ça va dépendre à chaque fois, mais je vais vous montrer un petit peu pourquoi. On va faire des petits tests du coup. Juste pour vous expliquer, voilà, là je suis sur mon appareil, je me suis mis à 0 en correction d'exposition, donc je vais prendre ce qui estime être bon. Je vais forcer le trait un petit peu, mais si sur ma photo j'ai beaucoup de ciel, et bien vous voyez que sur ma photo, j'ai aucune zone qui est cramée. Par contre, les zones en bas de la photo
qui sont censées montrer la porte du garage là-bas derrière, elles sont tellement sombres qu'on n'a aucun détail dedans. Donc si je fais mon image de base à 0, j'ai déjà aucune partie qui est cramée. Donc mon image qui va être à -2, elle va servir absolument à rien parce que j'ai déjà tous les détails dans la zone claire. Et très souvent, on va avoir ça. Très souvent, l'appareil photo, quand on va avoir une zone très claire, en tout cas chez Canon, c'est le cas. Les autres, peut-être qu'ils ont des réglages un petit peu différents. Mais très souvent, il va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de zone cramée ou très peu de zone cramée sur la photo. Donc souvent, vous aurez votre ciel bien exposé et votre paysage trop sombre sur votre photo de base. Et donc, si vous restez à 0, votre photo à -2 stop, elle servira à rien parce qu'elle va juste assombrir votre ciel, mais votre ciel n'était déjà pas cramé, donc vous aviez déjà du détail dedans. Donc c'est pour ça que souvent, moi, ce que je fais, ce qui m'arrive de faire quand je fais du HDR, c'est que très souvent, mon image de base, elle est à +1. Et donc, par rapport à ça, j'en aurai une qui sera à +2, une à -2. Donc là, si je me mets à +1, par exemple, hop, et que je reprends la même photo, voilà. Alors ici, c'est pas encore cramé, vous voyez, donc dans le cas présent, mais là, j'ai vraiment mis beaucoup de ciel pour forcer le trait, hein. Mais je vous dis, en général, +1, ça marche. Je vais mettre à +2. Et voilà, là, je commence à avoir du cramé dans le ciel. Bon, on va refaire un petit peu autrement. Je vais essayer de mettre un peu moins de ciel quand même. Si je me mets à 0, avec, allez, 2/3 de ciel. Voilà, donc là, ici, à 0 avec 2/3 de ciel, j'ai ma photo qui est correctement exposée. Mais j'ai pas de partie cramée. Si je me mets à +1, avec 2/3 de ciel. Alors je considère qu'en fait, là j'ai mon éclairage, hein, ma softbox. Je considère que c'est ça le ciel. Et là voilà, je commence à avoir pas mal de parties cramées dans mon ciel, et ce qui fait que je vais avoir du détail que j'aurais pas. Et donc j'ai intérêt à avoir une photo moins exposée que celle-là pour avoir du détail. Et l'autre photo surexposée à +2, elle va me donner du détail sur la porte derrière. Donc on va le faire maintenant. Donc je me mets là, avec +1 comme base de départ. Et puis ensuite, je vais tourner ma molette pour aller jusqu'à +2, -2, ce qui ici, comme on part de 1, va correspondre à -1, +3 en réalité. Et donc, je vais prendre mes photos. Alors, je suis en mode rafale, donc très bien, il va les prendre dans la foulée. Et c'est parti. Alors, la rafale du 1100D, hein, c'est assez mythique. Et donc là, vous voyez que sur la première photo, on a la softbox qui est correctement exposée à peu près avec une zone cramée. Sur la photo suivante, j'ai aucune zone cramée dans mon ciel, dans ma softbox. Et la dernière photo, ma softbox est complètement cramée, par contre j'ai du détail derrière. Donc là on a bien fait nos réglages et on va avoir du détail dans toutes nos zones de contraste. Donc c'est parfait pour une photo HDR. Donc voilà, mon petit conseil c'est de vous mettre à +1 et de faire 3 images, voire 5 images si vous pouvez. En post-production, qu'est-ce qu'on fait? On récupère ces 3 images et on les fusionne. Lightroom le fait très bien. Donc moi ces réglages là, plus ou moins de stop, globalement, je trouve que ça marche très bien et Lightroom le gère bien, donc c'est pour ça que je vous le conseille. Pas forcément besoin d'aller à plus ou moins 1 stop et de faire 5 photos par exemple. Plus ou moins 2 stops et 3 photos, ça marche très bien. Donc si vous voulez faire 5 photos, vous aurez une plage beaucoup plus grande encore. Ensuite, pour assurer l'exposition, donc là comme je vous disais, c'est le cas de scènes éphémères. Si par exemple, vous voulez capturer, par exemple, vous êtes dans une église, il y a un éclairage très complexe dans une église avec les vitraux, avec le fond qui n'est pas forcément aussi éclairé que les mariés, etc. Enfin voilà. Et vous voulez capturer le baiser des mariés juste après que le prêtre ait donné la fameuse phrase. C'est un moment unique, vous n'allez pas avoir 50 chances pour le shooter et vous n'êtes pas forcément certain que votre réglage est bon. Et d'autant plus que ça dépend souvent de votre cadrage. Si votre mode de mesure d'exposition est le mode, comment on appelle ça, le mode matriciel, vous savez, le mode normal, quoi. Si justement vous avez un petit peu plus de lumière dedans, si vous changez votre cadrage justement pendant cette photo, il ne va pas forcément mesurer la lumière de la même manière à chaque fois. Donc il va changer ses réglages automatiquement. Donc vous n'êtes jamais sûr d'avoir exactement le bon réglage. Donc si vous ne pouvez pas passer en mode manuel ou si vous ne souhaitez pas passer en mode manuel, vous avez intérêt à utiliser le bracketing à ce moment-là. Donc là, moi ce que je vous conseille, c'est de faire plus ou moins un stop, parce que là, on ne va pas chercher à récupérer de la plage dynamique, on va chercher juste à assurer le coup et à se dire, peut-être que mon appareil va un peu se tromper, donc j'en ai une un petit peu plus claire, une un petit peu plus sombre, et normalement, je devrais en avoir une dans le tas qui est bonne. 3 à 5 images, là pareil, si vous avez des conditions très difficiles, faites-en 5, comme ça vous en aurez une à -2, une à +2, vous serez sûr d'en avoir une bonne. Et l'image de base à 0, parce qu'a priori, on fait quand même confiance à son appareil. Donc là, hop, je vais me mettre à 0. Et puis, je vais me mettre à +1, -1. Voilà, donc là, ça ne sert à rien que je fasse une photo dans le garage, mais vous avez compris le principe. Si on a des conditions de lumière difficiles, on a de bonnes chances de choper une bonne photo comme ça. Et là, l'idée, c'est qu'en post-production, vous preniez vos 3 ou 5 photos et vous puissiez trouver celle qui est correctement exposée.
Et la troisième solution, qui est un petit peu moins intuitive, on va dire, qu'on voit moins souvent sur Internet, c'est celle qui permet de trouver un réglage manuel. Alors, on vient de donner un exemple précédemment dans une église. Une église, c'est justement un endroit qui est parfait pour trouver un réglage manuel. Parce qu'on a une lumière qui va rester assez constante, globalement. À part si à un moment le soleil passe derrière un vitrail et que du coup ça va changer toute la lumière, mais globalement on reste assez constant. On n'est pas dans le cas d'une photo en extérieur, on a des nuages qui passent, on a les ombres des arbres, etc. Là on est plutôt dans un cadre où la lumière est constante. Dans ce cas-là, si vous faites toutes les photos pendant la cérémonie par exemple, vous avez intérêt à vous mettre en mode manuel. C'est-à-dire que vous avez intérêt à prendre un peu de temps au départ pour chercher le bon réglage. Et une fois que vous avez votre bon réglage, vous savez que toutes vos photos seront correctement exposées. Autre avantage, quand on shoot en manuel, toutes nos photos ont exactement la même exposition. Donc ensuite, quand on fait des réglages dans Lightroom ou dans un logiciel de retouche, on peut ensuite appliquer ces réglages à toute la série de photos. Et donc ça, c'est quand même très pratique. Donc là, l'idée, c'est de se dire, je veux trouver le bon réglage tout de suite. Si votre bon réglage, par exemple, c'est de vous dire, je veux être exposé à droite. Là, par exemple, je vais prendre ma porte au fond, là. Alors, hop, je vais la prendre sans bracketing pour commencer. Hop, je vais me mettre comme ça, on va refaire un mise au point parce que voilà. Et voilà, je prends ma photo et si je regarde sur mon histogramme, il est bien au milieu parce que j'ai une porte toute blanche, toute blanche grise. Donc là, je suis loin d'être exposé à droite. Et moi, mon but, c'est d'être exposé à droite, comme je vous avais expliqué dans la vidéo sur l'exposition à droite, justement, pour avoir l'intérêt de pouvoir limiter le bruit numérique ensuite sur ma photo. Donc là, je ne suis pas exposé à droite, donc ça m'embête. Donc l'idée, c'est de se dire, je vais faire du bracketing. Là, c'est plutôt de faire plus ou moins un tiers de stop et de faire un max de photos, donc 5, 7 images, quelque chose comme ça. Donc là, par exemple, plutôt que d'essayer de me dire, je vais essayer à +1, puis je vais reprendre une photo pour voir si ça marche, puis j'essaye à +2, je reprends une photo et je vois si ça marche pour comparer, et puis j'adapte, etc. À moins que vous ayez l'œil du pro et que vous sachiez sur cette photo-là à vous dire, là c'est plus un stop et 2 tiers de stop, et là ça va être nickel à droite, ce qui n'est pas le cas de tout le monde quand même en général, le bracketing peut être une bonne solution. Donc là, moi par exemple, je vais mettre d'office à +1 parce que je sais que j'étais quand même bien sombre. Et ensuite, je vais mettre du bracketing, hop, et je vais mettre plus un stop, moins un stop. Alors le problème sur cet appareil-là, le 1100D, c'est que je peux mettre que 3 photos. Sur le 70D, je peux faire jusqu'à 7 photos. Donc là, naturellement, moi j'aurais fait 7 photos, ce qui fait que j'aurais eu 7 photos entre 0, 1 tiers, 2 tiers, 1, 1 tiers, 1, 2 tiers et 2. J'aurais eu 7 photos en tout. Donc ça m'aurait permis quand même d'avoir toutes les photos d'un coup. Mais là, on va faire déjà avec ces 3-là. Oups. Et je prends mes 3 photos. La rafale toujours aussi impressionnante. Et donc là, du coup, je peux voir directement sur mes 3 photos où se situe l'histogramme et prendre celle qui est la plus exposée à droite. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Si j'avais pris 7 photos, j'aurais probablement eu déjà celle qui était parfaitement exposée à droite et j'aurais pas eu besoin de faire d'autres réglages. Donc l'idée, c'est qu'ensuite on prend cette photo, on voit les réglages, on les rentre dans le mode manuel et ensuite on n'y touche plus. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de gagner du temps. Alors bon, avec le 1100D, on ne gagne pas tant de temps que ça. J'aurais peut-être dû faire avec plus de tiers, moins de tiers, enfin peut-être adapter. Mais vous imaginez bien qu'à cette image et avec une bonne rafale, hop, on regarde les photos, très bien, hop, c'est celle-là que je veux, j'ai mes réglages, je les rentre et c'est vrai. Et c'est beaucoup plus rapide que de prendre une photo, une deuxième, refaire les réglages, reprendre une photo, refaire les réglages. Voilà. Et là, l'idée, c'est qu'une fois que vous êtes en mode manuel, en post-production, vous avez juste à prendre vos paramètres de développement sur une photo, vous allez la développer, éditer, retoucher votre photo comme vous voulez, changer l'expo, changer les contrastes, les couleurs, etc. Et une fois que vous l'avez pour une photo, vous prenez toutes les photos de la série et vous faites pouf, CTRL-V, je copie les paramètres et hop, tout est bien réglé et il n'y a pas besoin de retoucher ou presque pas. Donc ça, c'est le gros avantage de shooter en mode manuel dans certaines situations, dans des situations où la lumière ne bouge pas. Ou quand vous allez faire un shooting photo en particulier, c'est vraiment ce genre de situation-là. Les shootings portraits par exemple, ou quand on est en studio, c'est exactement ça. On a tout intérêt à être en manuel, parce qu'on est sûr qu'on a toujours la même exposition. Voilà, alors les autres types de bracketing, on peut imaginer, et d'ailleurs ça se fait, faire du bracketing de profondeur de champ. Ça veut dire que cette fois-ci, plutôt que d'avoir une exposition donnée, une plus sombre, une plus claire, on va avoir une profondeur de champ donnée, une profondeur de champ plus grande et une profondeur de champ plus courte. Alors, à quoi ça sert? Ça sert pour le paysage, essentiellement. Je m'en sers, moi, assez fréquemment. Si je veux faire une photo de paysage et que je veux m'assurer d'avoir
tout mon paysage net, je peux avoir tendance à faire une photo f22, une photo à f16, une photo à f11 par exemple. Et je me dis, celle à f22, je suis sûr que tout sera net sur la photo, mais le piqué sera un peu moins bon parce que j'aurai beaucoup fermé mon diaphragme. Celui à f16, j'ai bonne chance que ce soit bon et ce sera un petit peu plus piqué. Celui à f11, je sais que mon piqué sera excellent, mais je ne suis pas sûr que tout sera parfaitement net. Et donc si je prends ces 3 photos-là, je sais que ça va être bon. Donc là, ce n'est pas du bracketing automatique, enfin en tout cas dans la plupart des réflexes, ça n'existe pas en automatique. Je me demande même si Magic Lantern le fait, profondeur de champ, je ne suis pas certain, je ne pense pas qu'il le fasse, mais vous pouvez très bien le faire vous-même et vous dire à chaque fois que j'ai une photo où je ne suis pas sûr de ma profondeur de champ, si c'est la bonne ou pas la bonne, vous en prenez avec différentes ouvertures. Donc même pour un portrait, par exemple, je peux dire je prends une photo f1.8, f2.2, f2.8. Pour les photos de groupe, c'est pas mal aussi, pour les photos de groupe, ça marche bien. Comme ça, vous êtes sûr que dans le tas, vous en aurez une qui vous conviendra. Ça peut marcher aussi pour la macro. Très souvent, je fais ça pour la macro aussi, c'est-à-dire que je vais en général fermer pas mal non, plutôt ouvrir pas mal le diaphragme, me mettre à f8 par exemple. Je prends mes photos à f8 et une fois que j'en ai une bonne à f8, je vais me mettre à f11, donc un peu plus fermé pour avoir un peu plus de profondeur de champ sur ma photo macro et réessayer de faire des photos comme ça. Et on peut pousser comme ça un petit peu plus loin. Possibilité de faire du bracketing aussi de mise au point. Là, ça c'est un petit peu plus courant et c'est utilisé beaucoup pour la macro, encore une fois. Donc là, l'idée c'est de dire j'ai mon objet macro, mon animal, ma plante, comme ce que vous voulez, qui est devant moi. En macro, on a vraiment une profondeur de champ très faible, donc on a beaucoup de flou dans la photo. Et très souvent, même sur une petite fleur comme ça, on va avoir un pétale qui est net et les autres qui sont flous derrière. Et si on veut avoir toute la fleur nette, mais toujours avoir le grossissement de la macro, eh bien des fois c'est pas possible, même quand on ferme à f22 ou f16 ou f22. Donc là l'idée, c'est que vous allez fermer à f16 par exemple, vous prenez votre photo sur votre premier pétale, mise au point sur le premier pétale, et ensuite vous allez faire une mise au point un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, et ensuite tout ça ensemble, vous allez les mettre dans votre logiciel, plutôt Photoshop là pour le coup, et puis additionner les calques, et puis enlever les parties floues pour qu'il n'y ait plus que les parties nettes qui ressortent. Donc ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup, ça se fait aussi en photo de paysage, si vous vous dites justement, bah, moi mon meilleur piqué il est à f8, mais à f8 mon premier plan est flou, ou bien mes montagnes au loin sont floues, et bien vous faites 3 photos, vous en faites une où vous faites la mise au point sur votre premier plan, une où vous faites la mise au point sur le plan médian, et une où vous faites la mise au point à l'arrière-plan, et ensuite, une fois que vous êtes dans Photoshop, et ben vous sélectionnez celle qui est nette, et puis vous gommez les autres, et vous avez une photo qui est totalement nette, avec un piqué maximal, parce que vous avez fait votre bracketing de mise au point. Dernière possibilité, un bracketing de balance des blancs, ou bracketing d'ISO, ou bracketing de flash. C'est toujours un petit peu la même idée. Le bracketing de la balance des blancs, c'est pas forcément indispensable dans la mesure où ça se change très facilement ensuite en logiciel de retouche. C'est-à-dire que vous pouvez très bien le faire en post-prod. Vous pouvez très bien prendre votre photo. Je pense notamment aux photos de nuit où on a beaucoup d'éclairage tungstène et parfois des éclairages LED qui sont avec. Donc on va avoir des trucs tout bleus, des trucs tout orange. Ça peut être pas terrible. Vous pouvez très bien, du coup, dans Lightroom, dupliquer votre photo et puis changer la température de l'une, changer la température de l'autre, puis ensuite sélectionner les couleurs que vous voulez. Mais je pense que ça peut être pas mal de le faire quand même dans l'appareil, à mon avis, à essayer. Vous pouvez faire un bracketing d'ISO aussi, si jamais vous vous dites « Ah, j'aimerais bien la prendre à ISO 100 cette photo-là, mais je me dis que ça va peut-être être flou. » Bah, faites-en une à ISO 100, une à ISO 200, une à ISO 400. Au pire, celle de l'ISO 400, vous savez qu'elle sera nette. Et puis au mieux, vous aurez peut-être celle d'ISO 200 qui sera nette, peut-être celle qui est à ISO 100 qui sera nette. Bracketing de flash, c'est un petit peu la même chose. Je ne suis pas certain. Je sais que j'ai la lumière du soleil derrière, mais je veux du coup déboucher les ombres sur le portrait que je suis en train de prendre. Je ne sais pas si la puissance de mon flash va trop éclairer le sujet ou pas assez. Donc j'essaye avec plus 1, plus 2, plus 3 sur le flash, et puis je choisirai ensuite sur l'ordinateur. Parce que des fois, ce n'est pas évident de choisir sur l'écran à l'arrière de l'appareil photo. Voilà, c'était la petite introduction au bracketing. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont possibles à faire. Les fonctions de bracketing automatique, c'est globalement sur le bracketing d'exposition. Mise au point, je crois que Magic Lantern le fait sur les Canon, mais bon, Magic Lantern, je ne sais pas, ça a plus l'air de trop se développer ces derniers temps, donc voilà. Mais il y a peut-être que chez Sony ou autre, ils mettent ça en place dans les nouveaux appareils, à voir. Voilà, en tout cas, c'est intéressant, je pense. Notamment quand on n'a pas la science du photographe qui a 10 ou 20 ans d'expérience et qui sait à l'œil, ça je sais tel réglage ça va marcher, ou bien qui sait en voyant sa première photo qu'il faut rajouter
2 stops, 1 tiers exactement pour avoir ce qu'il veut. On n'est pas tous dans ce cas-là, donc du coup le bracketing ça peut être bien utile et ça peut permettre d'être sûr de choper la bonne photo. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, et puis si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, et puis un petit pouce si vous avez aimé, un petit pouce si vous n'avez pas aimé, et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!